à tous. Je ne sais pas qui est le plus déçu, si c'est vous ou moi, que je ne sois pas le ministre des Finances et commissaire de l'exposition. Mais comme vous le savez, Nadia Ftah a été nommée par Sa Majesté comme ministre des Finances il y a quelques jours et elle a d'énormes dossiers sur la table, donc elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Pour la remplacer très avantageusement, elle a désigné Siamat Barkad qui prononcera le discours. En 2 minutes, je vais vous dresser un peu le panorama de ce qu'on va essayer de faire pendant cette heure et demie où on sera ensemble. Et on parlera indifféremment en français et en anglais selon les invités que nous avons. Donc nous avons une première séquence qui va être celle des discours d'ouverture. So we will start with opening speeches from the officials. Ensuite, le lancement de la nouvelle marque économique du Maroc, ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Notre pays auquel nous sommes tous extrêmement attachés et qui ouvre une nouvelle séquence avec cette marque économique qui s'appelle Morocco Now. Et ensuite, nous allons avoir 4 témoignages exceptionnels. Alors, Jules Verne avait inventé le tour du monde en 80 jours. Nous, on va vous faire les 4 points cardinaux en 40 minutes, en ayant un grand témoin venant de l'Ouest, un grand témoin venant de l'Est, un grand témoin du Nord et un témoin du Sud, pour montrer que le Maroc se projette maintenant à la fois sur le plan transatlantique, méditerranéen, mais également dans l'Asie du Sud-Est et bien évidemment continue de creuser le sillon de sa profondeur africaine. So with no further ado, j'appelle M. Ahmad Barkad pour lire le discours de Madame le Commissaire. Ahmad, the floor is yours. Mesdames, Messieurs, Excellences, bonjour. Comme l'a dit c'est Abdelmalek, je vais avoir la tâche de vous lire le discours de Madame la Ministre. Elle s'excuse de ne pas être présente avec vous, Madame la Commissaire Générale. Elle s'excuse de ne pas être parmi vous, mais elle aurait souhaité partager ce moment fort de lancement de cette marque. En tout cas, je vais essayer, puisqu'il y a des étrangers dans la salle, je vais essayer de parler un peu, faire le discours en anglais si ça ne vous dérange pas. Et peut-être on prendra plus tard, je pense qu'il y aura des discours en français et en anglais, on pourra avoir le mixte. Donc, ladies and gentlemen, President of General Confederation of Enterprises of Morocco, CGM, His Excellency, the Ambassador, His Excellency, the Ambassador of Morocco, Mr. CEO of the Moroccan Agency of Investment and Export Development, honorable assistants, good morning. First of all, I would like to thank you for coming all the way to Dubai and be with us in person today to attend this opening of the Economic Morocco Week. I would like also to thank warmly all the attendees that are following us on live streaming. I'm delighted to meet you here in the Morocco Pavilion, the pavilion that illustrates that profound expertise and know-how of our country within the Dubai Expo 2020. This exposition will unite more than 190 countries with more than 20 to 25 million visitors around the world under the motto of connecting minds, building the future. Morocco will be present though a series of economic, cultural, artistic and scientific events organized all along the Dubai Expo agenda, the week that we are launching today with the slogan, Morocco, a global hub for investment. That will be the occasion to expose the investment and trading opportunities in all international contexts marked by the climate change issues as well as the transformation of global value chains. Through this exceptional character, its international dimension, and its media coverage, the Dubai Expo 2020 is the ideal platform to promote Morocco's strengths to a global audience of both local and international investors. This week is therefore an utmost important to us. So I would like to seize this occasion to congratulate all the partners of the Morocco Pavilion for the rich content planned for this economic week. The great teamwork that was undertaken
is today being materialized with the participation of a very senior and distinguished Moroccan delegation, a delegation that is confirming the commitment and the mobilization of all private and public stakeholders in building and promoting our Moroccan economic hub. We are looking forward to the contribution of the most senior national and international speakers on some of the important topics of our times in Morocco and beyond. We are looking forward to discuss the new opportunities that are arising today in a world that is witnessing profound changes in its value chains. Climate change and the priority of building a more sustainable world for the benefits of all, and in particular for the future generation, will be at the heart of our discussions. We will also highlight the multiple transformations that are affecting ways of doing business, as well as the importance of guaranteeing access of proper education and health for all. It's no secret for many of you today, such sectors like industry, tourism, or agriculture have gained significant support from large international conglomerates and investors who are still benefiting from an attractive investment climate and business-friendly environment that is being advocated in our country, first and foremost by the King, Mohammed VI, Lansro, as well as the government entities involved. We will see and discuss the ways of further strengthening of growth and of these industries. Apart from these undeniable success stories, the Morocco Economic Week will also be an occasion to showcase the numerous investment opportunities that are lying ahead in Morocco in several sectors, and the enormous untapped potential that can be found in sectors such as pharmaceutical, textile, food industries, automotive industries, aviation industries, or others. It will also be an occasion to highlight the progress that has been made in recent years by Morocco in the process of digitalization and offshoring, which have positioned the kingdom as one of the emerging nations in innovation and technologies. I'm confident that all these topics will be the source of passionate debates and discussions all along this week to discover more thoroughly the exceptional dynamic that is currently witnessing our country. Finally, I would like to wish plenty of success to the Morocco Economic Week and the overall participation of Morocco to Dubai Expo. I wish you all a pleasant and fruitful walk. Thank you for your attention. Thank you, Monsieur Directeur Général. As you know, ladies and gentlemen, for the last 600 days, the public and private sector have been working hand in hand under the leadership and guidance of His Majesty King Mohammed VI. So I think it's emblematic for this launch of a public brand, for economic brand, to have the chairman of the Moroccan Business Association, Chakib Lalish. Please, would you come to the floor and give us your thoughts about what's happening today? Thank you very much. Your Excellency, Mr. Ambassador of Emirate to Morocco, and Mr. Imad, General Director of the SMID, Monsieur Youssef El-Bari, the General Director of IMDE, dear guests, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that I'm standing here today at the launch of the Morocco Week. I would like to congratulate the General Commissioner and her team for their outstanding work. As you can see, the Morocco Pavilion is a great achievement. I would like to thank IMDE for partnering with the CGM to elaborate the economic program for this week through the different conferences that will be held today and tomorrow.
We aim to give our international guests a global view of Morocco as an investment destination and more, and highlight why Morocco now. When I started doing business 35 years ago, ça me rajeunit pas, mais I can tell you that being an entrepreneur was not easy. As any of my fellow Moroccan business leaders, I faced many challenges. Financing was not very accessible. The relationship with the administration was pretty complex. Infrastructure was rather basic, limiting market opportunities beyond established roads. Entrepreneurs still managed to make it work with determination and passion. For the last 20 years, the Kingdom has embarked on a transformative journey, making it one of the most attractive investment destinations, not only in the region, but in the world, recognized for its political stability and geographic location. Several large-scale reforms were implemented, ensuring the stability of the country's institutional and macroeconomic framework. Moreover, a massive development of infrastructure was achieved through a doubling of electrical capacity, a very important increase in the size of highways network, a major port development with Tanger Med as the first container port in Africa, Nador Med is under construction, and Dakhla Atlantic to be launched very soon. Morocco has also accelerated its industrialization and employment levels through targeted sectorial policies with impressive and globally recognized success stories in automotive and aeronautics, associated with dedicated professional training program to upskill local workforce to international standards. Additionally, the Kingdom has confirmed its position as a gateway to African markets. Moroccan company has significantly grown their presence across the continent, and thousands of international companies have been choosing Morocco as their preferred continental platform, thanks to its competitiveness and its over 60 free trade agreements. All of these achievements have resulted in making Morocco a prosperous and secure environment for doing business, as confirmed by many international reports. Ladies and gentlemen, I think I can speak for all the audience when I say that this pandemic caught us by surprise and made our economy very vulnerable. Thanks to a close collaboration, as you said, between the public and the private sector, particularly within the Economic Intelligence Committee, Morocco is cited worldwide as an example of having managed this major crisis with courage and anticipation under the leadership of His Majesty King Mohammed VI. Through a large and well-coordinated vaccination campaign, more than 20 million citizens are now fully protected against the pandemic, and a third dose is being administered at the moment. On the economic level, Morocco has adopted pragmatic and strong measures to support companies affected by the crisis. Despite the difficulties, Moroccan enterprises have demonstrated exceptional agility and a great sense of patriotism and solidarity in standing together with the authorities, not only to face this pandemic, but also to substitute imports. COVID-19 has indeed sparked a new wave of innovation across many industries, and a strong ambition to be at the center of the new global value chains, which is being redesignated. On the social level, besides supporting families and informal workers, Morocco launched a generalization of social protection, one of the most important reforms now. This action confirmed that the Kingdom has realized very early that out of crisis, game-changing opportunity could emerge, and that the post-pandemic recovery is a momentum to be seized to make its economy more resilient and more inclusive. This dynamic is now even more reinforced with the upcoming implementation of the new development model of Morocco. In
2019, His Majesty the King has appointed a special committee of experts in many fields to conduct a reflection on how to unleash energies and accelerate the march of economic and social progress. The report of the new development model was released last May. It provides a pragmatic and concrete recommendation to encourage investment and achieve a steady and sustainable growth, generating added value and job opportunities for Moroccans. We, the private sector, are very much aligned with the learning and recommendations shared by this model. CGM has elaborated a livre blanc to be released this week, the end of this week, that propose concrete implementation measures to enable our country to enter a new wave of growth. In order to get there, boosting industrialization, reinforcing even more the competitiveness of industrial players, and promoting the Made in Morocco and the Made with Morocco. Our priorities, especially with the implementation of the African Continental Free Trade Agreement that will give access to 1.2 billion consumers. These ambitions can only be achieved by further reducing energy logistics and land ownership and rent cost and accessibility. The new development model proposes that for that matter, to use energy as a lever for attractiveness and development by reducing it by 50% of the actual cost. This will support the decarbonation and the decarbonation of the industry and stimulate growth. Furthermore, women capital is at the center of the new development model. The offer in terms of professional training will be led by the private sector, which guarantees a high level of qualification, reinforces competitiveness, and promotes innovation. Talking about innovation, Morocco is willing to create a suitable environment to attract innovative players and encourage R&D and digitalization. Ladies and gentlemen, for these reasons and many more, Morocco now seems obvious and natural. By choosing Morocco, an investor chooses growth, chooses innovation, chooses visibility, chooses stability, and chooses access to a vibrant continent where the future is at play. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. When you have such talented speakers, you almost did my job, Mr. Chairman. So you spoke about determination, passion, ambition. That's what brings us all together. It is my privilege now to go to the reveal of the new Moroccan economic brand. And for this, I call to the floor Mr. Youssef El Bari, who is a member of this new generation of public servants that His Majesty called upon responsibilities in his speech on October 2018. Mr. El Bari, you have the huge responsibility of showing us the new product. Thank you. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président de la CGM, Monsieur le Directeur Général de la SMIT, honorable présence. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les participants à la Semaine économique du Maroc, qui sera l'occasion d'exposer le potentiel économique du Royaume et de rassembler les partenaires publics et privés autour de thématiques diversifiées et d'actualité. Comme vous le savez, en cette période de relance économique et de reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, plusieurs opportunités s'offrent au Royaume pour attirer de nouveaux investissements stratégiques et conquérir de nouveaux marchés. L'attractivité de la place Maroc a été améliorée à travers l'ensemble des stratégies sectorielles mises en place dans la durée. L'objectif aujourd'hui est de consolider les acquis et de confirmer la position du Royaume en tant que base mondiale de production, d'exportation de biens et de services. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter aujourd'hui la nouvelle marque d'investissement et d'export du Maroc. L'économie mondiale est confrontée à plusieurs défis. Il s'agit d'une part du changement climatique qui rend indispensable la production décarbonée,
d'autre part de la réorganisation des chaînes de valeur mondiales déclenchées par la crise Covid-19 vers des écosystèmes régionaux permettant un approvisionnement plus sûr et plus compétitif. Enfin, la forte reprise que nous connaissons montre la nécessité d'investir dans de nouvelles capacités dans plusieurs secteurs pour satisfaire la demande. De son côté, le Maroc est prêt. Il a une stabilité et une vision long terme. La stabilité a son origine dans un Maroc qui a construit une unité nationale forte et des institutions solides autour du pacte monarchique. Une vision long terme, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui permet de lancer des chantiers d'envergure avec cohérence et pérennité. Le Maroc vient de définir sa feuille de route 2021-2035 à travers le nouveau modèle de développement. Au cours des 20 dernières années, le Maroc a accéléré le rythme de transformation, notamment en signant 54 accords de libre-échange. Le Maroc est le seul pays d'Afrique à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis, en construisant une infrastructure de commerce et de transport de premier rang, avec notamment le premier train à grande vitesse en Afrique et le port de Tangemet, numéro 1 en Méditerranée et numéro 20 mondial. Enfin, et c'est important de le souligner, le Maroc a déjà investi plus de 6 milliards de dollars dans les énergies renouvelables pour atteindre une capacité installée de 4 gigawatts en 2021 et les investissements se poursuivent. Ceci a permis au Maroc d'émerger comme une plateforme de production et d'exportation leader dans la région. Le Maroc est le cluster automobile qui connaît la plus forte croissance au monde et les exportations industrielles en 10 ans ont été multipliées par 4. Aussi, le Maroc a-t-il aujourd'hui l'ambition d'aller plus loin. Cette ambition est portée par une nouvelle identité. Now is the time to ask the right questions. In any endeavor, there's always the ground and the tipping point. Ensuring stability for a high economy takeoff. People's trust towards their leaders and towards their will to uplift their societies. Investing in people to a better life. Giving an opportunity to develop their skills, their goals, and their vision to the world. Building infrastructure to connect within and reach the world. Calling for openness and make sure you have partners to trade with. And then there is the uniqueness. It could be your history. It could be your diversity. It could be how strategically you're located. It could be your culture. It could also be your dedication, or it could be your natural resources. But first and foremost, to reach the heights, you need a vision. Great ambitions. Stay focused and stick to the plan. Build upon the assets. Value the old and embrace the new. Keep on growing talents to face challenges. Always be sure you can fuel the growth and that you have partners to overcome drawbacks together. Now is the time to be ahead. Now is the time for agility and sustainable acts. Now is your time. Cette vidéo, qui reflète notre vision de Morocco Now, repose sur 4 atouts distinctifs du Royaume: durabilité, compétitivité, gage de succès et agilité. La durabilité. Le Maroc est prêt pour des productions décarbonées. Premier producteur d'énergie renouvelable en Afrique, il a 37% de mix énergétique en énergie renouvelable en 2020 et son objectif est d'atteindre 52% en 2030. Compétitivité. Le Maroc offre une option best cost, basée sur des coûts de production et d'export compétitifs parmi les meilleurs du monde. Numéro 3 dans le secteur automobile après l'Inde et la Chine, l'objectif est d'être numéro 1 dès 2023. Le Maroc ouvre un accès privilégié à un marché de plus de 1 milliard de consommateurs grâce à ses 54 accords de libre-échange. Il constitue une passerelle vers le potentiel de croissance africain. Le Maroc comme gage de succès. Le Maroc a un historique de réussite dans l'exécution de méga-projets, qu'ils soient d'infrastructures ou industriels, qui n'auraient pas été possibles sans les investissements réalisés pour faire monter en compétence notre jeunesse. 152 000 jeunes diplômés à destination de l'industrie chaque année.
Un Maroc agile, la capacité d'adaptation fait partie de l'ADN du Maroc et a été illustrée pendant la crise Covid à travers la transformation de l'outil industriel pour fabriquer des dispositifs médicaux et le déploiement de remarquable de la vaccination permettant d'envisager un retour rapide à la croissance. Pour conclure, Morocco Now est le résultat d'une transformation réussie, construite sur une vision long terme, qui a su exploiter le potentiel de nos ressources. Nous sommes tournés vers l'avenir et prêts à recevoir de nouveaux investissements. Je souhaite plein de succès aux rencontres de la semaine économique et vous invite à découvrir, grâce à l'expert de nos intervenants, les atouts de la plateforme décarbonée et compétitive pour vos investissements. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur Général. Thank you. We will now have our 4 key witnesses who will speak and give their testimony about what's happening in Morocco right now et pourquoi c'est le temps du Maroc. Et pour cela, je commencerai par demander à Miguel Azevedo de bien vouloir me rejoindre. Sous vos applaudissements, si vous voulez bien. So I think Morocco is very happy to have an emblematic banker such as yourself come and give a testimony about what's happening in Morocco. You're European. You work for one of the largest American banks, Citi, and your markets are Africa and the Middle East. So you must have some Moroccan blood in your veins because we've only seen this kind of globality in Morocco. So Miguel, you've been evolving, looking at Morocco, seeing how it progresses through the years. You've just closed a major IPO for a Moroccan and European company at the stock market in Amsterdam. So you see the globalization of Morocco, you see the changes that are undergoing in this country. How do you see the actual trend in Morocco? Very good morning, everyone. Let me try to share views on that. I'm definitely not an expert in Morocco. I'm a frequent visitor, and I've been lucky in meeting quite a few companies. I really see it as a country, as an economy, as a society that brings everything together, right? It's close to Europe. As European connectivity is very good. Ability to export, I think this will be far and far more important into the future as Europe wants to be supplied from closer countries. As it's, I think, a relatively new Africa strategy, which is bolstered by the African Free Trade Agreement. And we have seen a few Moroccan companies, namely the banks, leading the way downwards, southwards. So that's very interesting. And with the Middle East MENA hat, I also see Morocco as becoming more even a target destination for investment from some of the sovereign wealth funds here from the region. So really an exciting place. And I think he has done quite a lot in the recent past in terms of infrastructure, in terms of education, in terms of the ease of doing business, and maybe we can discuss that a bit later. So, you know, there is this key word that is going relentlessly in all conversations right now, which is reconfiguration of value chains. And like in the hospitality business, location is becoming essential. And when you have a country like Morocco, do you think that there is opportunity for these reconfiguration of value chains to bring more industrial investments in some critical areas such as medicines or other ones? Yeah, so for that to happen, you have to have two things. One is demand, i.e. the destination countries willing to move to new locations, typically closer locations. But you also have to have the supply side. And on the supply side, I typically say that there are 5 items that a country needs to check. One is good politics. I think Morocco the
the best example in the Mediterranean and a great example of stability. You have to have good policies, and by this I mean, not many surprises. Everything needs to be, kind of normal, rational, Consistency. Consistency. So that also ticks the box. Then I would say strong macroeconomics, and in a quick and dirty manner, if you look at the FX rate, Morocco tells you everything. Very stable and very well managed macro economy, and microeconomics, and that's probably where something needs to keep being doing. The ease of doing business, being open, being export driven, being more open to competition, more open to the outside markets, and finally, I would call friendly foreign direct and indirect investment. And I think here what I just want to make is the point on the stock exchange. Casablanca has been quite an active stock exchange, has been in all the forums I go, Casablanca Stock Exchange is there. But I still think that as a market, it needs to become more sort of better known for international investors and to be on the map of investing. Probably that will require some sort of partnership with a leading global stock exchange so that liquidity is not an issue. But I think that's part of the plan. So I'm also very, very excited with that. So honestly, on the sort of 5 elements that needs to be met, I think Morocco is scoring pretty high. So great. So the 5 elements, and of course, the core issue is consistency. And as you know, Morocco is a 1,300 years country, so it's a very old country, but very young with its demographics. Miguel, as a banker, how do you see the foreseeable challenges once we enter the recovery mode, once we will have all of the effects of the unknown that just happened that will change the macroeconomics? How do you see the big challenges that intermediate countries such as Morocco has to tackle? I think, that's not an easy question, but let me see what I can say here. I think rational decision making is going to be critical. Some countries will have it, some countries will not have it. I think Morocco is in a great position. I think Morocco used this crisis in a positive manner to actually speed up a few things. As they say, you never waste a good crisis. Not every country has done that, unfortunately. I think competition will be tough because a lot of countries will be aiming to fill that role. Even sort of in the Northern Africa space, I think Egypt is also doing a good job. So in a sense, will be a good competitor. But I still think that Morocco is far better positioned than quite a few other African countries if you look southwards as well. So I think it will be probably a winner of this crisis. And in these things, it's also important to have some success stories on which you can build upon. And we have seen a few here in this video, but let me also just share with the audience, and you mentioned it, the Majorel IPO. I've been following that particular group, Saham, for quite a few years, and I remember 3 or 4 years ago, maybe 5, Majorel was kind of a sidekick. It was a small company, and no one really paid much attention to it, But in the last few years, it became a global company, clearly not 100% Moroccan, in the sense that there are 2 main shareholders, but clearly with Moroccan DNA, Moroccan base, and look what it is now, right? It's the second biggest BPO provider in the world. It's listed in Amsterdam. It's $4 billion market cap. That's not a small company. That's quite a big company. And that just tells you that with the right policies, building on the right foundations, in a few years you can actually make a good business and a big business these days. And that's the world we are living. Everything is faster than before. Okay, so to sum up, we need more Moroccan African champions, and size matters. We need a bigger access to markets and to be able to go across all of these markets.
Yes, size matters, but size comes with the right policies. It's a consequence. It's not a starting point. And I think that's a source of good expectations and hope. And I think we are in the right place here, to be honest. Thank you very much, Miguel, for your testimony. And we had the view from the West, and as you know, since 2000, Morocco has diversified its economic ties, and we are leaning towards the East. Let me remind everyone that to this day we have 60% of the Moroccan population that is fully vaccinated, partly thanks to an alliance with China. So that means that Morocco is looking at the East as well, and I have the great privilege of calling not a man but a legend, because we have V. Shankar with us today, an amazing banker and now the head of a private equity firm, Gateway. Thank you, Mr. Shankar, for being with us. Please give him a round of applause. Thank you. Thank you. Thank you for that kind introduction. All untrue, but anyway. So, when you're being modest, it's the only way to get praised 2 times. Because you say to someone, you're great, he says, no, he said, yes, you're great. So he got 2 compliments for the price of 1. I think that your presence today tells a lot about these new ambitions of Morocco, is that we have now strategic and economic policies where we go all over the world. We're ready to rock the East, rock the West, rock the North, rock the South. So what's your take about Morocco's journey? How do you see our country from your perspective? In one word, a huge success. I mean, look at the way that Morocco handled the COVID. From a health perspective, the outcomes have been fantastic in terms of vaccinations, as well as mortality, the lowest in Africa. In terms of the social angle, the bold reform at that point of time to introduce medical insurance and social safety nets, but also the economic stimulus program that Morocco did at that point of time, 11%, if I recall, of the GDP. But also, from a perspective of seizing that opportunity of the crisis, in Chinese, we always talk about crisis and opportunity effectively being the same symbol. And that's what... They're the same symbol? Yeah, more or less, yeah, absolutely. And so that's what Morocco has done, now looking at manufacturing vaccines, which could be a game changer for the continent, but also a bold move into potentially pharmaceuticals, not just vaccinations. And also taking this opportunity to increase the digitization of government. Again, I think they all talk to a country that is agile, that is decisive, that is responsive. And I know at the end of the conversation with Miguel, you said size matters. Absolutely, size matters. But in today's world, I think the winners are going to be those who are fleet of foot and nimble of mind. Agility, even more important than size. Size follows. Okay, so agility is key. And we've seen in the last sequence that Morocco was able to reorient part of its industrial sector in order to produce masks and all instruments that are barriers to the COVID. But you know the rule of the game. We need money as well. And you are the person that can tell us when you want to make the connection between capital and opportunity. How can a medium-sized country like Morocco do it? Look, when any investor looks at a country as a potential destination investment, what do they look for? 3 S's: safety, security, and stability. And Morocco scores well on all counts. Miguel talked about the exchange rate stability. Also, Casablanca, I agree, has room to grow, but it is the second largest stock exchange in Africa. And even if you look at the macroeconomic fundamentals, the savings rate in Morocco is 27% of GDP, which is far higher than anywhere else in Africa, which is on an average about 15%. So it's, and then you've got stable policies. So the 3 S's, I think, are very important, and that attracts. The other one I would add is the infrastructure in Morocco, unparalleled in Africa, but very good even in global terms, much better than India for that matter.
And last but not the least, I think Morocco's big advantage is what I call its economic geography. Being at the intersection of sub-Saharan Africa, Middle East, and Europe, it is really a gateway. The fact that I work for Gateway Partners is just a side, but Morocco is the true gateway. I hope you don't have a copyright on the word economic geography, because I do think that Mr. El-Bari, the head of AMDI, is something that he will look at, because it would work very good with this brand. But listen, you spend a lot of time as well in Singapore, so you know how ports are important. Morocco is projecting to build one of the largest ports in Africa in Dakhla, so we will have transatlantic projection. How do you see this port as being a catalyst for change in the geoeconomics? It's not just Singapore. Look at what UAE has done. I mean, just by the focus on the transportation sector, making yourself connected to the rest of the world, just is a powerful economic driver. I mean, having the Dubai ports, having a world-class airline, a world-class airport, and that's what Morocco is trying to do as well, and is on its journey. So I think it's got a huge effect. And moreover, in Africa, everybody knows, as the logistics is really poor. So Morocco has a real advantage by improving its logistics and its ports and its airports, its railway system, and the airports, in having a decisive advantage in the context of Africa. And I think Africa is going to be a huge market for Moroccan products. Thank you very much, Vi. It's been enlightening to have the exchange with you. Could you please, ladies and gentlemen, give a round of applause to our guests? Thank you very much. Thank you. Thank you. And now, to illustrate that Morocco has absolutely no complex, we can do English, we can do French, and we have gender equality in all the panels. So it's my great privilege to call on the first witness coming from the north. Venant du Nord, nous avons voulu également avoir le témoignage de quelqu'un qui vient d'un marché plus traditionnel pour le Maroc, qui est l'Europe. Et donc on a Chloé de la Rivière, avocate, qui vient me rejoindre afin qu'on puisse discuter maintenant un petit peu du soft. So we spoke about hard, but now we're going to talk about soft and legal. The experience of coming to Morocco when you want to do business in Morocco. Ça va, Chloé? Et vous voyez comment le Maroc est quand même attractif, parce qu'on a réussi à la ramener de Casablanca pour venir jusqu'à Dubaï pour lui dire « Il va falloir que vous nous racontiez comment vous êtes arrivé au Maroc il y a 10 ans, je pense, pour 2 ans au début, et vous êtes resté pendant 10 ans. » Exactement. Donc en fait, pour la petite histoire, je suis arrivée au Maroc il y a effectivement 10 ans à la suite d'une opportunité professionnelle qui s'est présentée à moi à l'époque où je travaillais dans un cabinet d'avocats anglais à Paris, et dans un contexte où l'engouement pour l'Afrique était déjà très fort et où les cabinets d'avocats internationaux commençaient à avoir conscience du fait que leur modèle de développement, qui était de faire de l'Afrique depuis Paris ou Londres, pouvait avoir ses limites, et qu'il était important d'être présent localement pour avoir une véritable connaissance des us et coutumes business locaux, et puis pour aussi développer les rapports avec les autorités et avoir véritablement un avantage concurrentiel. Et donc c'est dans ce contexte-là que le managing partner du cabinet m'a proposé de venir m'installer au Maroc pour 2 ans. À l'époque, évidemment, je trouvais cette opportunité absolument incroyable. Je vous avoue qu'exercer mon métier sur le marché européen, un marché mature, fortement essoufflé par la crise financière de 2008-2009, ne m'enchantait pas follement, alors que je trouvais que venir exercer mon métier au Maroc, un pays à fort potentiel de croissance, vraiment, où j'avais l'impression que tout se jouait, et avec évidemment une ouverture sur l'Afrique, ça donnait beaucoup de sens à mon parcours professionnel. C'est un peu le sentiment bien reflété par l'expression anglaise « history in the making », et c'est vraiment ça. Donc évidemment, j'ai accepté avec plaisir cette proposition. Alors pour autant, je mentirais si je vous disais que je connaissais le Maroc, parce que c'était absolument pas le cas. Je n'y étais jamais venue, ni pour des vacances, ni pour le business. Mais j'étais quand même absolument rassurée par les atouts connus du Maroc, et qui font pour moi de ce pays un pays tout à fait capable d'attirer les talents étrangers et de les garder, à savoir la stabilité politique, qui n'est évidemment plus trouvée, l'accès à des infrastructures viables, durables, aussi quand on a des enfants, une offre en termes d'éducation qui est vraiment appropriée aux enfants de couples étrangers.
Donc voilà, j'ai sauté le pas et je suis venue. Alors, vous avez dit quelque chose, évidemment, qui, ici, chez beaucoup de nos interlocuteurs, est importante, c'est cette stabilité institutionnelle et macroéconomique. Mais on a déjà eu des Européens qui venaient au Maroc. Et donc, au-delà des clichés, quand vous êtes arrivé, non pas sur le domaine de l'amour, mais des preuves d'amour. Est-ce que les écoles étaient bonnes? Est-ce que vous arriviez à enregistrer les gamins? Est-ce que, est-ce que votre environnement de travail fonctionnait bien? Est-ce que vous avez accès à la santé? Est-ce que vous avez pu avoir accès à un certain nombre de services essentiels qui sont importants quand on arrive d'une économie du Nord? Est-ce que vous avez trouvé tous ces éléments qui permettent à votre expérience d'expatriation d'être réussie? Évidemment, oui, évidemment, j'ai trouvé tout ça. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que je suis aujourd'hui ici pour vous parler de l'attractivité du Maroc. Je devais rester 2 ans, ça fait 10 ans que j'y suis, et il est fort probable que j'y reste encore 10 ans. Donc oui, effectivement, quand on arrive au Maroc en étant étranger, on ne se sent pas perdu. C'est-à-dire que vraiment, pour les enfants, en termes de scolarité, il y a une offre très, très diversifiée. Oui, sur le médical, évidemment, on a la possibilité de bénéficier de soins médicaux aux standards internationaux. Donc oui, c'est une expérience réussie, effectivement. Très bien. Alors, si on va au-delà de l'expérience d'expatriation, vous avez eu à vous familiariser avec le cadre juridique, légal, dans lequel le Maroc évolue. Comme beaucoup de gens le savent, le Maroc a énormément amendé sa législation, il est en train de la faire progresser. Mais pour les choses qui touchent aux investisseurs internationaux, c'est-à-dire le doing business, la mise au standard, la compliance, ce qui permet d'avoir la sécurité juridique, comment jugez-vous le parcours du Maroc sur ces 10 dernières années? Bah, écoutez, il est incroyable. C'est vrai que nous, conseils juridiques, alors particulièrement ceux qui sont spécialisés en fusion-acquisition, on est en première ligne par rapport aux investisseurs étrangers. Et il est vrai que lors des premiers échanges avec nos clients internationaux, mon cabinet, le cabinet Gide, a une clientèle qui est composée à 60% d'investisseurs internationaux qui souhaitent venir déployer leurs activités au Maroc et plus généralement en Afrique, donc en utilisant le Maroc pour rayonner ensuite sur l'Afrique. Et lors des premiers entretiens, il n'est pas rare que ça se finisse par « Mais alors vous, maître, est-ce que vous conseilleriez d'investir au Maroc? Est-ce que selon vous, le Maroc offre une sécurité juridique suffisante pour protéger notre investissement ici ?» Donc j'avoue qu'au début, quand je suis arrivée il y a 10 ans, la réponse était évidemment optimiste, mais quand même un peu courte. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Alors c'était sans doute dû au fait que, évidemment, je ne connaissais pas aussi bien le pays que maintenant, mais je pensais aussi à l'époque qu'il y avait quelques aspects à améliorer. Désormais, 10 ans après, cet exercice qui était initialement périlleux est devenu véritablement aisé. Et je pense qu'on n'a plus, et on en a discuté là avec les différents intervenants depuis le début de cet événement, mais le Maroc a effectué vraiment de profondes réformes au cours des 10 dernières années qui, pour moi, ont vraiment permis d'améliorer le climat des affaires, d'attirer les investisseurs étrangers et d'aiguiser leur appétit. Et d'ailleurs, ça s'est senti dans une croissance absolument incroyable des IDE sur la dernière décennie. Alors, dans plein de secteurs, dans le secteur industriel, on parlait de l'automobile tout à l'heure, dans l'aéronautique, dans l'immobilier, dans l'éducation, dans les énergies. Donc oui, effectivement, il y a eu plein d'améliorations. Alors, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de tout ce qui s'est passé d'un point de vue légal. Mais... Alors, chez vos clients, est-ce que Oui. vous avez senti aussi un changement de perception sur l'image du Maroc, son attractivité? Est-ce que, disons, la machine à casser les clichés est en marche? La machine à casser les clichés est évidemment en marche et ça, c'est quelque chose qui se ressent vraiment au quotidien chez les investisseurs étrangers qui viennent s'implanter au Maroc. C'est-à-dire que, par exemple, un truc vraiment tout bête, quand vous êtes investisseur étranger, que vous voulez déployer un projet au Maroc, la première étape, c'est constituer une société. Constituer une société au Maroc, il y a 10 ans, ça pouvait prendre quand même vraiment beaucoup de temps. Désormais, c'est quelque chose qui a été, encore une fois, via la modernisation du droit des affaires, véritablement simplifié. On a un seul et même guichet unique, le Centre régional d'investissement, qui centralise l'intégralité des démarches effectuées par les investisseurs étrangers. Donc rien que ça, on a gagné énormément en temps. Par ailleurs, par exemple, sur la réglementation d'échange. Il faut savoir que la réglementation d'échange, alors qui est assez présente sur beaucoup de pays africains, est quelque chose qui fait peur à l'investisseur étranger qui vient s'installer. Et là-dessus, encore, le Maroc a opéré énormément de réformes qui ont permis d'assouplir cette réglementation d'échange. Et je pense que désormais, un investisseur étranger est véritablement rassuré sur le fait que quand il investit au Maroc, dès lors qu'il a fait une petite formalité de déclaration d'investissement, il a la possibilité de rapatrier intégralement les fruits et produits de son investissement, donc dividendes, produits de liquidation, produits de cession, idem pour les comptes courants d'actionnaires. Et ça, c'est un changement perceptible au quotidien pour l'investisseur étranger. C'est vraiment une très bonne chose. Oui, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des gens qui sont objectifs, même s'ils ont vécu au Maroc.
Je pense qu'on peut en profiter également pour saluer, puisqu'on a le président de la CGM avec nous, leur militantisme pour faire bouger les choses sur ces questions de doing business. On a vu la CGM qui a été vraiment extrêmement active. Pendant la période du Covid, rappelons-le, il y a eu un leapfrog en matière de digitalisation et un certain nombre d'initiatives qui ont été portées par le comité commun entre l'État et le secteur privé. Et ça a montré que beaucoup de choses qu'on croyait impossibles sont possibles finalement, notamment sur la légalisation de signatures, sur un certain nombre d'actes qui sont importants. Et un certain nombre de ces réformes qui sont passées grâce au Covid ont été pérennisées et vont rester dans l'arsenal législatif. Mais je pense qu'il est très important qu'on continue à soutenir la CGM. Merci beaucoup Chloé, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Alors, j'ai commencé en introduisant Youssef El-Beri en disant qu'il faisait partie de cette nouvelle charrette de haut potentiel depuis que Sa Majesté le Roi, en 2018, lors du discours d'ouverture du Parlement, avait annoncé qu'il y aurait un rajeunissement et un rafraîchissement des hauts responsables publics. Mais Nza Hayat est arrivé un peu avant et on a le plaisir de l'avoir avec nous en tant que patronne de l'autorité des marchés financiers. Vous avez dit, c'est ça le Maroc, parité et diversité et nouveaux visages. Comment ça va, Nza? Très bien, puis très heureuse d'être là dans ce superbe pavillon. Très heureuse aussi d'être aux côtés de mes amis de la CGM, puisqu'avant 2016, j'étais dans le secteur privé. Et j'ai aussi beaucoup milité pour faire avancer pas mal de choses dans le cadre de l'économie, du secteur financier. Donc, alors, Nza Hayat, on a un programme chargé avec vous dans ce questionnaire parce que vous touchez à tellement de sujets tellement essentiels pour la vascularisation de notre économie et notamment pour les marchés financiers. Depuis votre prise de fonction en 2016 à la tête de l'autorité marocaine du marché de capitaux, quelles sont les actions que vous avez entreprises pour hisser cette nouvelle autorité aux meilleurs standards internationaux en termes de régulation du marché financier? Alors, lorsque je suis arrivée en 2016, je suis arrivée pour transformer une institution qui était le Conseil déontologique des valeurs mobilières et qui a été donc transformée en autorité plus indépendante, donc marocaine du marché des capitaux. Et suite à une réforme et à une vision plus globale du secteur financier, qui est celui de doter ce secteur de 3 autorités de régulation avec la même indépendance, à savoir la Banque centrale pour le secteur bancaire, donc l'autorité marocaine du marché des capitaux pour le marché des capitaux, et l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale pour le secteur des assurances et de la prévoyance sociale. Donc, ma première mission était d'abord de mettre en place donc l'organisation qui accompagnait cette indépendance et mettre en place, il y a 2 organes. Ce qu'on sait moins, il y a effectivement un conseil d'administration que je préside, mais il y a un organe dont je ne fais pas partie, qui est le Collège des sanctions, et qui est présidé par un magistrat, et c'est l'organe qui instruit les dossiers que nous remontons lors de contrôles ou d'enquêtes. Et ça, pour réellement être plus performant dans la protection de l'épargne. Et garantir l'indépendance de la décision. Oui, et garantir l'indépendance. Oui, effectivement, je dois prononcer les... il ne s'est pas encore passé un cas où je rechigne à... Et j'espère qu'il ne se représentera pas, mais je rechigne à prononcer, en tout cas la loi n'a pas prévu, comme dans d'autres pays, une sanction qui est décidée par le Collège des sanctions. Donc c'est pas encore le cas. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est quelle est la mission de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Alors là, c'est première mission qui est celle de protéger l'épargne investie en instruments financiers, et donc d'où le renforcement du contrôle, des missions de surveillance avec plus de digitalisation, puisque le marché, et j'en parlerai un peu plus, qui est le 2e marché des capitaux d'Afrique, et un certain nombre d'intervenants l'ont rappelé, mais on ne le connaît pas assez. Ça, c'est probablement quelque chose à laquelle nous allons essayer de remédier avec plus d'efforts en termes de communication grand public. Mais nos missions est aussi d'assurer un bon fonctionnement du marché. Et pour pouvoir assurer un bon fonctionnement du marché, il faut aussi faire en sorte qu'il se développe, et qu'il se développe pour servir
le financement de l'économie. Et c'est cette nouvelle approche Alors justement, qu'on a mis. on se pose en la question, place. c'est quoi la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement dirigée par Shakib Moussa, qui est désormais ministre de l'Éducation et du Sport, a identifié très clairement le marché des capitaux comme un levier important pour le financement de l'économie et consolider la place du Maroc comme plateforme financière régionale. Vous, de votre point de vue, comment vous voyez l'évolution de ces marchés financiers au regard de la marche du monde des nouveaux défis et quels sont les instruments innovants qu'on pourrait mettre en place et quels seraient les facteurs clés de succès pour pouvoir réussir ce pari? Alors d'abord, ce qu'on a fait depuis 5 ans, c'est on s'est acheminé avec le ministère de l'économie et des finances vers une législation et une régulation plus souple, à savoir que désormais, les textes de loi qui vont régir un marché, un produit, une activité, que ce soit la bourse, la gestion collective, les OPCI, le marché à terme, que la loi énonce les grands principes et que désormais toutes les caractéristiques, afin de pouvoir les revoir si besoin et pour accompagner des innovations, soient dans le corpus réglementaire. C'est cette notion d'agilité dont nous parlait Youssef El-Bailly tout à l'heure. Absolument, cette notion d'agilité. Alors, on a également, parallèlement, parce que on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses aussi sans avoir besoin de passer tout de suite par la loi. Pendant la COP à Marrakech, on s'est inscrit très très vite, quelques mois après mon arrivée, et on a publié le premier guide en Afrique des Green Bonds, et qui a été suivi tout de suite d'une première émission par Mazen pour financer justement deux de ces centrales. Donc c'est un peu d'abord une Pour nos souplesse. amis journalistes étrangers qui sont dans la salle, on explique ce que c'est Mazen 2 secondes. C'est the Moroccan Agency for Solar Energy. Donc c'est le bras armé de l'État pour piloter le développement des énergies renouvelables solaires. Alors ensuite, on ne le dit pas assez, nous avons une régulation, mais également des opérateurs et un marché qui sont organisés aux meilleurs standards internationaux. D'ailleurs, notre contribution au niveau de l'autorité marocaine du marché des capitaux dans les instances qui régissent donc ces professions et dans les instances qui groupent les régulateurs des marchés des capitaux du monde entier, comme la IOSCO, nous travaillons sur beaucoup de sujets et nous sommes extrêmement actifs dans un grand nombre de comités techniques et même certains sur des sujets que nous n'avons pas encore autour de la fintech, même s'il y a quand même des choses qui arrivent comme le crowdfunding, qui est donc le financement collaboratif. Et j'espère que dans les prochaines semaines, les circulaires d'application pourront sortir et ça ferait vraiment un nouveau souffle pour les jeunes start-upers et puis pour tout porteur de projet. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous avez verrouillé pour donner du futur au présent, mais que vous vous interdisez pas de faire évoluer la législation afin de pouvoir accepter ces nouveaux modèles qui sont en train d'émerger en matière de financement. D'abord, on n'a pas le choix. Alors, ce qu'on a fait, c'est que dans des marchés plus développés, l'initiative vient des opérateurs. Il s'est trouvé, et c'est la raison pour laquelle on a mis un accent sur le développement, on s'est dit, on va également initier. Donc, on a souvent pris de court les opérateurs en leur disant, et c'est ce qui... on a mis en avant des amendements, notamment les amendements sur la loi sur les OPCVM, qui devraient passer, et là j'espère que la Chambre des conseillers nous aidera donc dans les prochains mois, et qui ouvre beaucoup plus de possibilités pour agréer des fonds en devises, pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers, pour avoir des fonds beaucoup plus adaptés à des investisseurs différents, des fonds dédiés et des fonds sectoriels, des fonds aussi grand public. Donc, en fait, notre modèle, c'est d'être constamment à l'écoute, bien entendu, de faire appliquer la loi, même lorsqu'on se rend compte. Et là, je voudrais quand même saluer quand même l'écoute du ministère de l'Économie et des Finances, dont je me réjouis d'ailleurs d'avoir qu'il y ait Mme Nadia Ftah à sa tête depuis quelques jours, donc grâce à sa nomination par Sa Majesté. Mais ce ministère est à l'écoute dès qu'on sent qu'il faut
aménager pour rendre plus flexible ou pour être beaucoup plus pragmatique, eh ben, ils le font. Alors, ça prend... Et les délais sont en train vraiment de se réduire. Alors, décidément, j'ai des invités formidables parce qu'ils me font toutes les transitions. Donc, finalement, je pense que je ne récupérerai pas le chèque à la fin de la journée. Mais vous me tendez la perche parce que ce qui est très important pour les investisseurs internationaux maintenant, c'est la qualité des responsables publics qui sont en face d'eux. Donc, vous, Zahayat, on est parti vous chercher du secteur privé. Alors, et en plus, on a ajouté une couche additionnelle de complexité en prenant une femme dans un milieu de la finance finalement très masculin. Comment vous avez vécu cette transition de devoir partir de ce grand bâtiment de la CGEM pour un bâtiment public? Enfin, j'étais dans un grand bâtiment bancaire avant d'arriver, mais effectivement, une partie, ne pouvant servir, étant du côté privé, je servais par l'associatif, d'où et aussi pas mal de militantisme pour faire en sorte que les femmes puissent contribuer davantage au développement socio-économique du pays. Donc, avant d'arriver en 2016 donc à une fonction publique, j'ai dû faire un parcours, donc comme toutes les femmes, pour essayer, et dans le monde entier, hein, le problème où les parcours où il faut beaucoup de ténacité, d'engagement des femmes pour faire carrière est aussi long et ardu dans beaucoup de pays. Ce n'est pas Le président Elch disait caractéristique. détermination, elle est dédoublée lorsqu'on a une femme qui doit faire ce type de parcours. Écoutez, il y avait une volonté et puis je disais toujours pourquoi pas moi. J'ai eu la chance aussi puisque j'ai commencé ma carrière à l'étranger et je me suis retrouvée de retour au Maroc et j'ai eu la chance d'arriver et dans un pays où, grâce à l'impulsion de Sa Majesté, les femmes ont acquis petit à petit leur place. Que ce soit, d'ailleurs, je me souviens. Dès son premier discours. Je pense qu'on peut rendre hommage au souverain d'avoir eu le courage politique de nommer une femme ministre des Finances. C'est un signal de modernité absolument incomparable. Absolument. C'est très peu fréquent. Et c'est vrai qu'il y a peu de femmes dans le secteur financier, mais dans le monde entier, à des postes, donc, de présidence ou de direction générale. Après ce parcours, en arrivant dans le secteur public, déjà quand on est nommé par Sa Majesté, donc c'est plus facile. Pour moi, le challenge, puisque j'avais accompagné aussi tout ce formidable élan dans le cadre donc des associations comme l'association des femmes chefs d'entreprise, et puis plus récemment le club des femmes administrateurs d'entreprise, d'ailleurs que j'ai cofondé avec 5 femmes, dont Madame la ministre de l'économie et des finances. Je crois qu'on peut le rappeler pour l'audience, il y a un changement dans la législation récent qui oblige les sociétés cotées, notamment, faisant appel public à l'épargne. Donc c'est plus large. Public à l'épargne, donc c'est plus large effectivement que la cotation, et donc ils sont obligés d'avoir au moins une femme administrateur. D'avoir au moins 40% par genre dans le conseil, mais je peux vous avouer que depuis 2016, les sociétés cotées, puisqu'elles devaient nommer des administrateurs indépendants, ont commencé à nommer des femmes, ont anticipé. Est-ce qu'elles ont anticipé? Est-ce que c'est parce qu'ils se retrouvaient avec une femme en face quand ils venaient avec leur dossier de financement? Enfin, je pense qu'il y a vraiment une vision, une impulsion royale qui, en tout cas moi, m'a beaucoup aidé. Le challenge que je dirais que j'ai plutôt eu à vivre en arrivant, et finalement ce challenge s'est avéré moins ardu, j'arrivais avec donc du secteur privé avec un mindset d'aller vers la modernité, l'agilité, la flexibilité, et finalement je n'ai pas eu de mal à faire partager avec mes équipes, mais également avec l'écosystème, cette façon de faire. Et puis aussi, j'arrivais avec l'idée qu'une autorité qui supervise un marché doit être aussi au service de l'écosystème de ce marché. Et d'ailleurs, nous avons, avec tout l'écosystème, que ce soit les entreprises, les sociétés de bourse, les banques d'affaires, les sociétés de gestion, les sociétés de capital investissement, une activité qui est en pleine croissance et
et dont probablement les volumes et l'impact vont être multipliés avec l'arrivée du Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Et donc le fait de dire d'être à l'écoute et aussi au service de son écosystème aide aussi. Et c'est ce que je craignais en arrivant en disant on va pas comprendre, mais en fait ça s'est fait beaucoup plus facilement que mon appréhension. Merci beaucoup, Zahayat. Mesdames, Messieurs, vous avez vu pendant... Vous pouvez l'applaudir, vous devez même. Pendant ce tour du monde en 40 minutes des 4 points cardinaux, je pense qu'on a fait la démonstration que le Maroc combinait le cœur et la raison, le capital matériel et le capital immatériel. Charge à vous ensuite d'animer cette nouvelle marque Morocco Now, à laquelle on souhaite bon vent. Merci à tous.